Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Je me trouve actuellement dans la forêt de Yapo-Abé. À côté de moi, des bénévoles, des ONG et les agents de la SODEFOR s'apprêtent à faire une marche de sensibilisation auprès des populations pour la préservation de nos forêts. En effet, la Côte d'Ivoire a perdu 80% de ses forêts depuis 1960, passant ainsi de 16 millions d'hectares de forêt à moins de 2 millions en 2018. C'est pourquoi, ce soir, nous avons décidé de vous plonger au cœur de l'institution qui a pour mission la protection et le reboisement des forêts de la Côte d'Ivoire. C'est donc une immersion au cœur de la SODEFOR, la Société de développement des forêts, que je vous propose de découvrir. Rattachée au ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR gère 234 forêts classées d'une superficie de 4,2 millions d'hectares, ce qui représente 13% du territoire national. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, plus des 3/4 des forêts de la Côte d'Ivoire ont disparu à cause, entre autres, de l'agriculture clandestine, de l'urbanisation et des conflits fonciers. Conséquence, des exploitations et des occupations forestières illicites. La SODEFOR mène donc un combat quotidien pour stopper la destruction massive de nos forêts, orpaillage clandestin, plantation de cacao illégal, trafic de bois, moyens limités. Comment la SODEFOR s'organise pour contrer les problématiques ? Dans quelles conditions travaillent les agents de cette institution? Comment lutter contre la déforestation? C'est un document exclusif réalisé par Nabil Ligui, Jean-Michel Canovas, Zachary Acré, Guy Fato et Landry Tapé. En Côte d'Ivoire, la forêt risquerait de disparaître d'ici 2040 si des mesures urgentes ne sont pas prises. Pour stopper cette destruction massive, une structure, la SODEFOR. ADZOPé, unité de gestion des forêts de Mabi. Un détachement entièrement militarisé, bras armé du ministère des Eaux et Forêts. Il est composé d'une dizaine d'agents. Mon gouvernement, repos. Tous le savent, depuis l'année 2011, l'ensemble de nos forêts classées subit l'arrivée massive de clandestins venant de partout, et surtout de la sous-région. Il s'agit pour nous de donner à notre pays de demeurer un pays forestier. La libération des forêts s'impose et nous comptons sur vous. Vous avez des armes, ce n'est pas pour tirer sur les délinquants, il faut chercher à mettre la main sur eux, à les appréhender. Vous avez de la main-d'œuvre avec vous. Il s'agit pour vous d'assurer leur sécurité afin qu'ils nous aident à ôter de nos forêts classées tout ce qui est jeune culture. Un coup de pression essentiel, les interpellations ne sont pas sans risque. Il y a seulement un mois qu'au cours d'une patrouille, 2 délinquants se sont attaqués à l'équipe de patrouille. Ils étaient armés de machettes. Ils ont blessé un premier manœuvre. L'agent de suivi, comme nous l'avons appris, a fait des tirs de sommation. Sur les 2 délinquants, un s'est enfui. Le second est devenu beaucoup plus excité. Il a foncé sur les manœuvres, il a blessé un second. L'agent qui assurait la sécurité a encore fait des tirs de sommation. Et cette fois-ci, le délinquant armé de sa machette a foncé sur l'agent. Bon, l'agent a donc utilisé son arme pour le maîtriser. Naturellement, il ne faut pas tirer dans la poitrine, il ne faut pas tirer sur la tête. Il faut le maîtriser par les jambes, par les membres. Et c'est ce qu'on a fait, ça nous a permis de pouvoir le maîtriser. C'est au tour de la trentaine de bénévoles d'être briefés, mais cette fois, plus en douceur. Vous êtes là pour la destruction. Vous serez encadré par des agents. Vous allez suivre les instructions. Dès qu'on découvre une plantation susceptible d'être détruite, on va vous faire appel. Je peux compter sur vous? Président. Comité. Bénévole. Nous partons en forêt, dans une plantation. Ils vont partir, ils vont faire la destruction de la plantation. Voilà. Il faut dire que les gens sont installés en forêt classée. Ils ont créé des plantations là-bas, des jeunes plantations. Bon, on a constaté que la seule façon de les décourager, c'est de détruire ce qu'ils ont comme intérêt en forêt classée. Donc, on a ce groupe au sein de la sous-préfecture, très bien organisé, très bien équipé, qui nous aide à mener cette action. Les agents de la SODEFOR et les bénévoles quittent le camp. Mais la destination reste secrète. Pour éviter tout risque de fuite, seuls les officiers connaissent le lieu de la mission. Quand nous avons pris la forêt en mer,
la première des choses, c'était de structurer tout ce qui est comme campement. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que nous sommes des OPJ, des officiers de police judiciaire. Donc, nous intervenons en tout lieu, en toutes circonstances. On prend des délinquants qui ne sont que des victimes. En réalité, les cerveaux sont ailleurs. Ceux qui sont en forêt, ce sont des victimes. Comme ce sont des ignorants, ils ne savent pas qu'ils sont en forêt classée. Ils viennent défricher, on va les appréhender, mais ils sont étonnés de savoir qu'ils sont en forêt classée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le cerveau, celui qui est à l'origine de ce trafic. Mais arrêter le cerveau n'est pas simple, et le trajet menant à la forêt protégée est long. Pour y accéder, il faut traverser un village, celui de Mébifon. Cette enclave de 4000 habitants bénéficie de 8000 hectares cultivables, car les habitants se sont installés avant que cette forêt ne soit classée. Fait rare, mais légal. Arrivés dans la forêt classée, les agents forestiers découvrent un sentier suspect. Roger, on s'arrête, c'est une piste, on va vérifier cette nouvelle trace. Cette nouvelle trace, on va poursuivre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire quoi une piste? Une piste, généralement, c'est ce que les délinquants empruntent pour aller faire des défrichements. Sylvie, regardez pas. Il vient de pleuvoir. Dès qu'il y a des pas, les pas sont encore frais. On sait s'il y a des gens qui se sont introduits, mais des gens qui sont ressortis. En fonction des pas, on va évoluer. Parce que ce sont des pistes qu'on est déjà traitées, on a fait des activités là-bas. Donc du coup, il faut repasser pour vérifier s'il y a des gens qui n'ont pas encore infiltré ces pistes-là. Cette fois-ci, la piste ne mènera nulle part. Mais si les agents sont sur les dents, c'est qu'en 55 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 79% de sa couverture forestière classée. Ainsi, en 1960, la superficie des forêts classées était de 4 200 000 hectares. En 2015, il n'en restait plus que 844 000 hectares. Le pays perdrait donc en moyenne 60 000 hectares par an. Là, le fait de repérer des pistes comme ça, c'est quelque chose qui vous arrive assez souvent? Oui. Pour des patrouilles, bon, quand on voit les traces, on descend. Et puis on essaie d'examiner si les gens sont passés par là nouvellement. C'est une piste abandonnée ou non abandonnée. Et puis bon, on exploite la piste. Ça veut dire quoi, exploiter la piste? Exploiter la piste, de suivre la piste jusqu'au bout. Pour voir qu'est-ce qui se trouve là-bas, soit une plantation ou bien un nouveau défrichement. En 2017, près de 3000 patrouilles ont eu lieu dans les forêts. C'est toujours insuffisant, car la crise post-électorale de 2011 a laissé des traces, visibles encore sur le terrain. Alors que le pays était troublé, certains ont profité de cette occasion pour s'infiltrer dans nos forêts classées, dans nos forêts les plus conservées, les mieux conservées en ce moment-là. Et ils ont pris le soin d'ouvrir des layons, donc de délimiter nos forêts en petites superficies de 10 hectares, 10 hectares, 10 hectares. Et les vendeurs de ces parcelles-là ne sont pas des locaux. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont pris le soin donc de partager nos forêts et la cession se fait loin de la forêt. Celui qui vend des parcelles en forêt classée de Mabi réside à Lakota. Celui qui vend des parcelles en forêt classée de Bossématier réside à Daloa. Donc vous les connaissez, ces personnes? Réside à Non, on ne les connaît pas. Mais lorsque nous mettons la main sur les acquéreurs, ils nous disent « Ah, moi j'ai acheté la parcelle, c'est un tel qui me l'a vendu, il est dans tel coin. » Ou bien je suis manœuvre d'un tel, mais il est situé dans telle ville. Ou carrément, moi on m'a fait venir de mon pays, on m'a installé ici, je ne sais même pas pour qui je travaille. Mais je n'ai pas en train de mentir. Ça fait que nos actions, quelquefois, semblent ne pas atteindre les objectifs. Puisque la tête du réseau est loin. Elle est à Daloa, elle est à Bono, elle est à Lakota, elle est loin d'ici. Elle est même à Abidjan. Alors, dans ces conditions, la personne trouve d'autres manœuvres, alors que les premiers sont en prison et les réinstalle sur la même parcelle. De sorte que quelquefois, nous avons l'impression que l'Ivoirien lambda dit, mais écoutez, ils sont complices. Ils ne travaillent pas. Depuis la fin de la crise, la majorité de ceux qui vendent nos forêts sont des non-nationaux. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos des étrangers. Non. Il y avait des complicités.
Il y a encore malheureusement quelques rares complicités. Ici à Mabi, je crois que nous en avons déjà trouvé 2. Mais je parle de la grande, plus de 70 à 80% des cas, c'est des gens qui viennent et qui s'installent. La veille, un campement a été découvert dans la zone. Ils vont donc poursuivre leur enquête, traquer le moindre indice. À pied, les yeux scrutant le sol, à la recherche d'éléments qui pourraient les conduire vers des trafiquants. Tout le monde est rentré. Et quelques mètres plus loin, les preuves apparaissent. Ils sont des premiers indices. Il faut évoluer. Ils ont fait des incursions. Il faut évoluer en étant attentif. Parce qu'en tout lieu, en tout moment, on peut avoir des bruits de machette. Mais on peut voir de la fumée parce qu'ils sont en train d'incinérer les arbres. Ça, c'est la pluie d'hier. Mais nous recevons encore des traces. Sûrement, il y a des gens qui ont progressé. Un décor de désolation attend la patrouille. Des branches et des troncs desséchés jonchent le sol. Des arbres en partie calcinés, une végétation aride meurtrie. La forêt protégée a perdu ses couleurs. Mais cette police forestière croit en sa mission et peut compter sur ses partenaires. Alors, est-ce qu'au niveau de l'UGF, Oui. il n'y a pas possibilité de valoriser ces essences de valeur? Voilà, ça c'est un Niango. Oui. Nous faisons les exploitations en fonction des blocs. Oui. C'est-à-dire que ce bloc n'est pas choisi pour une exploitation. Donc, malgré ce qu'on constate comme des actes, on ne peut pas faire autrement. Il y a un plan d'aménagement, il faut suivre ce plan. Le plan d'aménagement, c'est un ensemble d'activités avec les moyens définis dans un temps bien déterminé qui va régir la gestion de la forêt. Voilà. Il est établi à la suite d'un état des lieux qui est connu, toutes les ressources sont connues, toutes les ressources ligneuses comme animales connues, et puis on fait une planification. On ne peut pas exploiter n'importe comment et n'importe où. Il y a un plan d'aménagement qui défie la quantité d'essence qu'il faut prélever. Un plan d'aménagement que la Sodefort programme sur 20 ans, en partenariat avec des opérateurs locaux tels que des industriels du bois. Le partenaire ITS, lui, il nous aide. En ce sens que, en tant que partenaire, il ouvre pour nous les pistes. Lorsque nous devons, par exemple, faire l'aménagement d'un bloc, c'est le partenaire ITS qui finance l'aménagement. Lorsque nous devons faire des récoltes dans le bloc, c'est le partenaire ITS qui fait les récoltes. Il faut reconnaître, il faut dire aussi que la récolte dans un bloc, pour nous, ce n'est pas une destruction de la forêt, c'est une mesure d'aménagement. C'est ce genre de défrichement qui remet en cause notre planification. Sinon, dans les forêts classées, nous avons une très bonne planification qui tient compte des potentialités des forêts et on exploite progressivement pour pouvoir assurer une alimentation continue des industries du bois. On sait qu'il n'y a pas que les défrichements qui détruisent la forêt. Oui. Il y a aussi le trafic de bois. Nous sommes à la Sodefort. Nous sommes en forêt classée. Il n'y a pas de trafic de bois. La forêt est en partenariat. Et à la base, vous avez vu, nos agents cohabitent avec les agents du partenaire ITS. Alors, qui va favoriser la fraude? Le partenaire ITS, puisque le bois lui appartient. Il n'a pas intérêt à voler dans sa propre poche. La Sodefort, non. Puisque nous vivons de la vente de ces bois-là. S'ils ne sont plus, on n'a plus de métier. Ici, on n'a aucun intérêt à passer entre les mailles parce que notre vie dépend de l'existence des forêts classées. Comité bénévole. Comité bénévole. Ok, nous sommes arrivés ici, c'est pour détruire ces champs. On est passé ici, on a brûlé ce campement. Ils ont installé notre campement un peu plus devant. Donc ça peut dire que c'est parce que le champ existe qu'ils reviennent encore. Donc aujourd'hui, vous allez mettre tout à terre, tout en bas. L'effectif est là, il faut les disposer pour qu'ils commencent. On va aller dans ce sens-là, nous on va continuer la sécurisation. Il y a des éléments qui sont restés en bas là-bas, vous allez vers eux. Nous on va voir ce qui se passe derrière, puis on va continuer la patrouille. Le campement illégal est maintenant tout proche. Il a été détruit la veille par la Sodefort et les planteurs ont fui. Mais des plantations sont toujours là. À leur objectif, nettoyer la zone, il ne doit plus rester un seul pied de cacao. En bas, en bas, en bas. Coupez! Coupez! Ici, je suis mes frères
Allez-y, vous allez. Parce que notre forêt est en danger. Comment est venue l'idée comme ça de venir en aide à la SODEFOR? On a vu que la SODEFOR est là pour protéger notre forêt. Mais la forêt est tellement grande que la SODEFOR seule ne peut pas faire le travail. Donc on a formé un comité pour les aider à travailler. C'est fatigant quand même. C'est pas fatigant, c'est amusant. Quand on travaille en groupe, c'est amusant, on ne sent pas la fatigue. Vous allez travailler comme ça jusqu'à quelle heure? Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous demander de sortir. Nous, on n'a pas d'heure à vous donner. Vous pouvez ne pas vous arrêter. Non, comme tout travail a une fin, on doit s'arrêter un peu. Hélène, passionnée, agit en chef de file. Nous l'avions rencontrée quelques jours avant dans son village de Biébi, motivant les troupes pour tenter de rallier à sa cause la population. Ils sont désormais une trentaine à la suivre. Normalement, il faut se mettre comme ça. Il n'y a pas assez de femmes, seulement il y a beaucoup d'hommes. Mais nous, les femmes, nous voulions aider nos frères, mon mari, dans la forêt. Rien ne doit rester debout. Parce que là, si on ne fait pas un effort, il n'y aura plus de forêt. Et il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de nourriture. On défend la forêt. Hélène est dans ce comité depuis 5 ans. La SODEFOR mettra à sa disposition un budget de 250 000 francs CFA par an pour sensibiliser la population de Biébi. Cette forêt est notre patrimoine. Quand elle est là, ça donne beaucoup de choses. Les choses sont la pluie. Il y a aussi l'oxygène qui est très important dans la forêt classée. C'est ça qui nous a motivés à aider notre partenaire, la SODEFOR. La mission des bénévoles en forêt touche à sa fin. Derrière eux, des centaines de plants de cacao cultivés illégalement tapissent le sol de la forêt classée de Mabi. Mais notre lieutenant-colonel reste positif. La forêt va se reconstituer à une grande vitesse. Vous revenez ici l'année prochaine à pareil moment, vous allez vous arrêter là-bas. Parce que si on vous dit d'arriver ici, vous allez dire non, mais c'est trop fermé. À quelques mètres de là, une équipe de la SODEFOR a repéré un autre campement illégal. Restez embusqué, je vais vers vous. Il y a un défrichement. Un défrichement. Il y a un appartement devant là. Un défrichement. Allez-y. Eh? Ouda? Avance. Il y a un défrichement. Il faut démolir ça. Mais mettez le feu. Nous sommes venus, nous n'avons pas trouvé des gens au bord de la Patam, il faut le détruire, de telle sorte que quand ils passeront encore, ils verront que nous sommes passés aussi. Pour leur dire quel que soit là où ils se cachent, nous sommes à leur trousse. Les occupants ne sont plus là, mais sa destruction portera un coût supplémentaire au trafic. Si les défenseurs de la forêt classée rendent coup pour coup, nul ne peut dire aujourd'hui qui gagnera la guerre. Le bilan de la journée est positif. Même si on n'a pas pu appréhender un délinquant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'abord, c'est la surveillance. La surveillance, si on ne veut pas prendre quelqu'un, ça veut dire que la forêt est tranquille. Et c'est ce que nous attendons comme objectif. Il est 16h, après 5 heures passées à défricher et chercher des trafiquants, c'est l'heure de rentrer se reposer. Mais malheureusement, sur la route, le camion des bénévoles glisse dans le fossé. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Heureusement, la saison des pluies n'est pas encore installée. Donc, sinon, où on a été, vous avez vu où on s'est arrêté. Il a fallu de gros efforts qu'on puisse monter la côte. Dans la chute, cette branche s'est positionnée là. Et elle se positionne maintenant comme un trépied qui soutient le reste. Alors, si on coupe, tout le reste se balance sur le véhicule. 15 minutes plus tard, le problème est réglé. Fin de mission. 6 heures du matin, en route pour la forêt classée du Loo, à quelques kilomètres de Katiola. Une vingtaine d'agents de la SODEFOR doivent se rendre sur un site d'orpaillage clandestin. Une mission délicate. Vous voyez l'état dans lequel la rivière est. Ils arrivent même à creuser dans le lit de cours d'eau, ce qui est formellement interdit. Ils nous ont aperçus les premiers, ils sont partis. Ils étaient là.
Oui, c'est avec ces machines, ces motopompes-là. Ils prennent pour ils puisent l'eau, ils tirent l'eau, puis ils lavent les graviers là. Donc ce qu'on fait, on va ramasser les matériels qu'ils ont abandonnés là. Ça fait partie de leur matériel de travail. Quand ils lavent le gravier, avec tous les sables là, quand le gravier qui contient l'eau là, ça vient s'arrêter sur ça. Et puis donc, il reste pour mettre dans le bocaux là et puis ça va avec. Et là, ils ont tout abandonné, hein? Oui, ils ont tout abandonné. C'est toujours comme ça. On peut imaginer qu'ils reviennent là ou pas? Oui, bien sûr. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas là. Voilà, nous ne sommes pas là en permanence. Vous venez, vous tournez, vous partez. Il y a plusieurs forêts, peut-être que 2 ou 3, 4 mois même avant de revenir ici, bon, ben, ils ont le temps de recoloniser le site. On finit, on va partir comme ça. Oh, il y a des motopompes là, ils vont ramasser d'abord. D'accord. Les agents forestiers récupèrent le matériel des trafiquants. Pompes à eau, tapis filtrants, pelles, pioches et sacs de riz. Au même moment, d'autres agents continuent leur progression dans la forêt. Ils découvrent un camp d'orpailleurs très organisé. Oui, ce site-là, il y a eu un déguerpissement en 2015. Là, tout le campement a été détruit, a été brûlé. Voilà, on sommes quand même étonnés que le site a été recolonisé. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il faut encore plus souvent être présent? Oui, il faut être souvent présent. C'est peut-être la seule solution. Voilà. Mettre la main sur les responsables. Parce que quand ils sont ici, ils sont souvent un peu structurés. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont en ville et qui trouvent les personnes de ressources de la main-d'œuvre qui viennent exploiter et à leur compte. Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui sont arrivées à mettre la main sur eux. C'est ce qui pourra peut-être décourager l'activité. Sinon que le site ne meurt que d'une mort naturelle. Hein. Ça veut dire quoi? Tant que le jugement est encore productif, ils sont toujours là. Vous les chassez, ils vont toujours revenir. À côté de ces sites-là, c'est développe tout un marché. Quand vous avez vu ça, c'est une boutique avec des vivres à l'intérieur. Bon, on va peut-être dire qu'ici, c'est l'infirmerie, avec toutes ces personnes qui vendent ces médicaments. Voilà. C'est un vrai village de chercheurs d'or. Oui, c'est un vrai village de chercheurs d'or, qui sont armés. Donc, parfois, ils ont sollicité soit des dozos, qui sont des chasseurs traditionnels, voilà, qui sont en armes, qui les surveillent. Infirmerie, épicerie, garage mécanique, parabole pour la télévision, panneaux solaires, groupe électrogène, un camp structuré qui abriterait une centaine de trafiquants depuis au moins 6 mois. Nous avons réussi à approcher certains d'entre eux, cachés non loin du camp, attendant patiemment le départ de l'assaut des forts. Tu travailles dans l'or? Ouais. Ok. C'est difficile? Ouais. C'est difficile? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile? Ouais. Comment ça marche? Comment tu fais pour travailler dans l'or? On travaille avec les machines qui tirent l'eau et lavent les sables pour enlever l'eau là, un peu. D'accord. Et tu en trouves? Un peu. Et c'est vous qui gardez l'or ou vous le donnez à quelqu'un? Je vais aller vendre en ville. Là. Ah. Où? En ville, à Ankara. Et combien vous vendez un gramme? Et c'est pas... Il va vendre un gramme là, c'est 20 000. Non, c'est pas, ce n'est pas arrivé. 10 000. Avec 5 000. Avec 3 000. 18 000 le gramme. Ouais. Oui. D'accord. Et tu fais ça depuis longtemps? 7 mois comme ça. 7 mois? Ouais. Dans cette forêt? Ouais. Ici, au même endroit? Ouais, c'est pas ici nous commençons. Ah, tu as commencé où? Au Burkina. Ah, au Burkina. Mais tu viens du Burkina? Ouais. Mais en pleine conversation, les agents de l'assaut des forts sont arrivés. Si ce jour, les orpailleurs ont préféré fuir, en 2013, de violents affrontements ont éclaté à Séguéla, entre les deux camps. Jets de pierre, machettes, des trafiquants plus nombreux que les autorités, l'assaut des forts a dû fuir. En attendant, le business des orpailleurs nuit gravement à la santé des populations. Habituellement, voilà, les populations qui vivent dans ces endroits reculés là, utilisent ces rivières-là pour le boire, mais ça, cette eau-là, on ne peut plus utiliser, ni même pour se laver. Il y a eu des gens qui sont malades aux alentours? Chaque jour, où on parle au moins une vingtaine ou bien une trentaine de personnes sont déportées vers les hôpitaux pour être soignées et revenir encore sur ces mêmes sites. Oh, souvent, la plupart, c'est la diarrhée, des maux de ventre qu'on n'arrive pas à déterminer. Et vous savez, c'est dû à quoi? Nous savons parce que ces orpailleurs qui travaillent en bordure de rivière utilisent que
des produits chimiques pour pouvoir laver leur eau. Lesquels? C'est que le mercure, l'acide et d'autres produits encore plus graves même. Par exemple? Par exemple le soufre, pour pouvoir brûler, exploser même des pierres qu'ils n'arrivent pas à couper avec les pioches. Ils arrivent à mélanger, à faire un mélange de produits pour pouvoir exploser les roches. Par exemple, l'année passée, on a eu 21 cas de caïman arabe morts, 4 crocodiles et 1 hippopotame. Les poissons, là, on ne peut pas en dénombrer, puisque eux-mêmes, ils mangent. Quand ils tuent, quand les poissons montent aux surfaces, ils les ramassent et ils les utilisent. Et après ça aussi, ils terminent à l'hôpital. Les agents forestiers mettent le feu au campement. En 2017, 228 sites d'orpaillage illicite auraient été démantelés et 64 trafiquants auraient été interpellés. Nous retrouvons le lieutenant-colonel Domasoro à Bétier. Il est venu contrôler l'exploitation de la forêt de Songan et ses troupes. La forêt classée de Songan, c'est environ 40 000 hectares. Le lieutenant-colonel va donc contrôler aujourd'hui que les arbres abattus sont bien sur la liste autorisée à l'exploitation. Et si ce n'est pas le cas... Si ça n'est pas le cas, on avise. Qu'est-ce qui se passerait si ce n'est pas le cas? Mais si ce n'est pas le cas, il connaît. Généralement, c'est ce que nous suivons. Alors, non, vous ne connaissez pas. On ne va jamais au-delà. Voilà, la liste est là sur les sentiers. S'il ne respecte pas ces normes-là, bon, mais il sera sanctionné. Maintenant que les choses sont clairement dites, ces subordonnés n'ont plus qu'à s'exécuter.